Bonjour à tous. Session robotique. Il y a plusieurs activités de robotique. En fait, dans Anity, on couvre un spectre assez large des problèmes de la robotique qui va de composants vraiment très bas niveau de mouvements réflexes de type locomotion, équilibre, jusqu'à de l'intelligence de haut niveau de type interaction sociale. On a choisi de vous présenter deux volets extrêmes de ces recherches. Allons-y directement. Donc, je vais d'abord donner la parole à Aurélie Claudic, qui va parler de robotique sociale. Et on verra ensuite Thomas Flayol, qui parlera de locomotion. Merci. Donc, je m'appelle Aurélie Claudic, je suis ingénieure de recherche au LAS pour les équipes de robotique. Et donc, on va parler d'interaction humain-robot. Et donc, comme on va parler d'interaction, on va d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'une interaction. Et donc, pour se poser la question de qu'est-ce qu'une interaction, la meilleure façon, c'est de tester. Et voilà. Et ceci n'est pas une interaction. Parce que dans une interaction, il y a des processus de coordination. Et là, on l'a vu, il n'y a eu aucun processus de coordination. Alors, si maintenant, je demande à ce qu'on me renvoie la balle. Alors là, même si j'ai eu du mal à la rattraper, il y a eu des processus de coordination qui ont été mis en jeu. Le premier, c'est l'attention conjointe. Donc l'attention, on sait tous ce que c'est ce processus qui fait qu'on va se focaliser notre attention sur un événement ou sur un objet. L'attention conjointe, c'est plus que deux personnes qui vont focaliser cette attention. Ça met en jeu aussi une relation causale, c'est-à-dire qu'on avait un but ensemble, le fait de partager cet objet. Et une deuxième chose qui a été décrite par Elisabeth Pachery comme du mutual manifestness, c'est-à-dire qu'on est chacun au courant de ce qui se passe. Le deuxième processus de coordination, c'est la compréhension de l'action. Donc si vous me voyez commencer à faire cette action, vous allez comprendre que je veux envoyer la balle dans la salle. Par contre, si pour faire cette action, je commence par faire ça, des choses un petit peu bizarres, vous aurez tout de suite plus de mal à comprendre. Donc la compréhension de l'action, et notamment la compréhension de l'action intentionnelle, c'est quelque chose de très important en interaction. Et c'est même quelque chose qui est nécessaire, d'après Tomasello, à la coopération. Un troisième processus de coordination, c'est la représentation partagée des tâches. On va chacun se représenter le but commun, mais on va aussi chacun se représenter nos actions et l'intersection de nos actions avec celles des autres. Mais en plus, on va aussi se représenter les actions, des actions qu'on ne va pas forcément faire, mais les actions des autres. Par exemple, ici, je me suis représentée la personne qui allait me renvoyer la balle. Cette représentation partagée des tâches, elle comprend aussi les processus de monitoring pour permettre l'interaction. Donc j'ai commencé par vous parler de l'interaction humain-humain avant de vous parler d'interaction humain-robot. Parce que quand on va se retrouver dans une interaction humain-robot, l'humain en face du robot va chercher ces mêmes clés de compréhension, va utiliser ces mêmes processus, et même si nous, dans notre travail, on ne va pas chercher à imiter forcément l'interaction humain-humain, on doit le prendre en compte et c'est quelque chose qui est important. Donc maintenant, si on regarde cette vidéo, et qu'on se pose la question de ce que fait ce robot. Donc on voit un robot avec une espèce de tête qui censément suit des personnes. En fait, ça marche aussi avec des balles. En fait, la seule chose que fait ce robot, dans ce cas présent, c'est détecter qu'il se passe quelque chose au niveau de son laser qui est en bas de sa base, et quand il détecte une modification sur les données du laser, tourner la tête vers cette détection. Il se passe rien de plus dans cette vidéo. Il y a vraiment rien. Mais en fait, on a tendance, quand on est en face d'un robot,
d'utiliser une stratégie d'interprétation intentionnelle. On donne des intentions aux actions du robot qui sont peut-être complètement différentes par rapport à ses capacités, par rapport à ce qu'il est réellement capable de faire. Et c'est quelque chose que nous, on doit prendre en compte dans nos travaux, parce que ça crée parfois un décalage entre ce que les personnes pensent que le robot est capable de faire et ce qu'il est réellement capable de faire. Donc, en plus du fait que nous, ça nous pose des problèmes quand on fait des études utilisateurs avec des utilisateurs naïfs, c'est quelque chose sur lequel on se pose la question de comment gérer ce décalage, comment gérer cela. Et c'est d'autant plus important qu'on va se poser dans un cadre, par exemple, de robotique sociale. Si maintenant on imagine un robot dans un magasin, un robot qui serait là pour accueillir les clients, pour répondre à leurs interrogations, pour aider peut-être les autres employés, on peut vouloir, par exemple, que ce robot comprenne les règles sociales dans lesquelles il va être intégré, c'est-à-dire que dans un magasin, il faut bien entendu répondre aux sollicitations des clients, mais si le client vous demande les clés du magasin ou la caisse ou les comptes, il ne faut pas que le robot réponde positivement. Donc l'idée ici, c'est de savoir comment intégrer un robot comme ça en prenant en compte les normes sociales et les rôles de chacun des agents qui sont présents, sachant que avec un employé ou avec un autre employé ou avec un client, l'interaction doit être différente. Donc on avait proposé par exemple une stratégie d'interprétation sociale, de la même manière que DNet définit une stratégie d'interprétation intentionnelle, qu'on pourrait proposer aux utilisateurs pour leur permettre de mieux comprendre ce que fait le robot, et de l'autre côté pour permettre aux roboticiens dans leur design de prendre en compte ces différentes données. Donc par exemple, on avait défini une exigence de comportement rationnel, une exigence de sensibilité aux autres agents qui disait en fait qu'un agent social doit être capable de faire la différence entre un agent et un objet, une exigence de compréhension normative et des exigences normatives d'évaluation et de régulation. Je vais pas développer plus ici ces aspects, mais ce que je voudrais dire, c'est que pour nous, c'est important de réfléchir en avance de phase à tous ces éléments de qu'est-ce que ça veut dire mettre un robot dans nos environnements et dans notre environnement social. Ça pose des questions éthiques et juridiques, bien entendu, notamment sur l'utilisation des données et de la vie privée. En fait, nous-mêmes, au jour d'aujourd'hui, quand on utilise nos données sur Internet, etc., on a du mal à comprendre la portée que peut avoir sur notre vie privée toute cette collecte de données. Là, si on met un robot, par exemple, dans les magasins ou chez vous, ça veut dire qu'on insère un nouvel élément qui peut capter des informations, qui est capable d'enregistrer, de filmer, de bouger dans votre environnement. Donc forcément, c'est des questions qu'on doit se poser. Il y a aussi des risques de manipulation. Donc par exemple, qui va programmer ce robot, qui va décider quelle tâche il va faire. Dans notre exemple du robot dans un magasin, qu'est-ce qui se passe si le robot vous amène toujours aux éléments qui rapportent le plus au magasin, par exemple. Mais on pourrait aussi imaginer qu'est-ce qui se passe si le robot vous donne son avis sur les élections ou vous donne des consignes de vote. Donc il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus, et on doit avoir une attention particulière parce que la plupart des applications qui sont réfléchies aujourd'hui le sont souvent à destination de personnes vulnérables comme des personnes âgées ou des enfants. Et donc c'est quelque chose qui doit vraiment être travaillé au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai mis ici les différents projets sur lesquels on travaille sur ces différents aspects. Je voulais dire qu'au niveau d'Anity, l'écosystème d'Anity au niveau de notre équipe de recherche en robotique au LAS nous a permis en fait d'ouvrir nos recherches à beaucoup d'autres aspects. Donc, par exemple, dans le cadre du projet Discuter, on travaille avec la société Linagora et avec l'IRIT sur des aspects langage. On travaille avec Raphaël Roy, qui fait partie de la chaire de Frédéric Dehé sur le projet EPIC, qui va nous permettre d'étudier comment utiliser les données physiologiques
pour nos études utilisateurs. On a aussi travaillé avec Céline Castet-Renard, notamment sur les aspects juridiques. Et on a aussi, par exemple, une autre collaboration avec Emiliano Lorini sur les aspects planification et prise en compte des valeurs. Donc voilà un peu le spectre de ce qu'on a fait. Donc avant d'avoir des robots sociaux, il faut des robots qui bougent. Et donc je vais laisser la parole à Thomas. Merci, Oli. Et donc, bonjour à tous, je m'appelle Thomas Flyols et je travaille dans l'équipe GPTO au LAS CNRS ici à Toulouse. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler du robot Solo 12 et des travaux qu'on met en œuvre pour le faire marcher. Donc, Solo 12, c'est un robot quadrupède. Je vais organiser donc ma présentation comme ça. Je vais d'abord commencer par vous parler un petit peu plus de ce robot. D'abord, pourquoi est-ce qu'on en a besoin et pourquoi, de façon plus générale, pourquoi est-ce qu'on a besoin de robots très dynamiques. Et ensuite, je vais vous présenter le projet qui a fait émaner ce robot et d'autres, donc l'Open Dynamic Robot Initiative. Ensuite, donc je vais rentrer peut-être dans ce qui nous intéresse. Quelles sont les différentes approches qui nous permettent de faire marcher ce genre de machine? On va s'intéresser à deux approches qui sont en ce moment très populaires. La première basée modèle et une deuxième basée apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de robots dynamiques et pourquoi est-ce que peut-être jusqu'à maintenant ou jusqu'à une dizaine d'années, on avait des robots qui l'étaient pas vraiment? D'abord, on a une structure qui est très différente de ce que le monde animal est capable de faire et on a un problème quand on fait un robot de très grande taille, c'est en fait la capacité de l'actionnement à interagir avec son environnement de façon souple. Notamment, par exemple, ici vous avez le robot Talos, qu'on a aussi ici dans l'équipe GPTO OLAS, qui est un robot très puissant, qui a des morphologies comparables au niveau des répartitions de masse et de force à un humain. Mais c'est un robot qu'on ne pourra jamais voir sauter, par exemple. On ne peut pas imaginer ce robot sauter tout simplement parce que pour avoir cette telle quantité de force, on est obligé de découpler complètement l'actionnement mécanique de la force physique appliquée. C'est-à-dire que ce robot, s'il saute, en fait, c'est sa mécanique qui va absorber tous les chocs et les impacts. Au contraire, on essaye de développer des robots de beaucoup plus de taille pour profiter d'une loi d'échelle, avec des actionnements, avec des rapports de réduction les plus simples, les plus faibles possibles. Et pour ça, on a donc développé le projet Open Dynamic Robot Initiative, qui est une collaboration entre le Max Planck Institute de Tübingen, New York University, donc aux USA, et le LAS ici à Toulouse. Tout le but du projet est de développer donc un actionnement transparent sous forme de modules qui sont utilisés pour construire différents types de robots. Je l'ai déjà dit, donc ces modules, ils sont de faibles rapports de réduction, ils utilisent des moteurs très légers avec une inertie la plus faible possible. On assemble ces modules d'actionnement pour construire des robots faciles à assembler, très bien documentés et faciles à réparer. Ça, on fait des robots très dynamiques, vous allez le voir, qui sont légers, donc un rapport poids-puissance le plus maximisé possible, et qui sont relativement peu chers, en tout cas peu chers à maintenir, puisqu'on peut les réparer assez facilement. Donc, très important, tout ce projet est totalement libre de droit, aussi bien niveau logiciel que matériel. Dans les faits, donc voilà à quoi ressemble notre petit module d'actionnement. Donc tout à l'heure, vous allez voir un robot qui l'utilise 12 fois, donc le robot Solo 12. Donc vraiment très soporifiquement, on a un étage de réduction qui est assez réduit via 2 poulies courroies, donc une réduction de 9 pour 1, 9 tours moteurs pour un tour côté sortie d'axe. On a une masse qui est assez faible vis-à-vis du couple articulaire que ce petit moteur est capable de fournir. Et ce module est composé principalement de pièces qu'on peut trouver sur étagère ou acheter à des fournisseurs. Donc ça fait un robot qui est facile à réparer et qu'on peut adapter à plusieurs utilisations. Pour illustrer un petit peu
dans le détail ce que permet cette technologie d'actionnement, là vous voyez vraiment un exemple où on implémente de façon logicielle une loi contrôle de type un ressort amorti, et on est capable de changer donc la raideur de ce ressort. Et comme on a une très bonne corrélation entre les effets électriques côté moteur et les effets mécaniques côté axe, ben on peut implémenter de façon complètement logicielle ce genre de loi de contrôle, ce qui en fait un robot idéal pour, par exemple, absorber un impact. Voilà une petite liste des robots qui sont, enfin une liste tout à fait exhaustive en fait, des robots qu'on construit avec ce module. Les plus complets sont sûrement les quadrupèdes, mais vous voyez aussi en haut des bipèdes, donc 2 pattes à 3 degrés de liberté, et même une main fixe avec 3 doigts. Donc voilà pour les deux un petit peu particuliers qui ne sont pas des quadrupèdes, donc un petit bipède, 3 degrés de liberté par jambe. Et ici, une main donc avec 3 x 3 degrés de liberté pour manipuler des objets. Alors nous, on va s'intéresser surtout aux quadrupèdes à 12 degrés de liberté. Voilà quelques caractéristiques. Donc j'aurais pu rajouter qu'ils pèsent 2,5 kg, donc très léger. Et ils mesurent, jambes tendues, une trentaine de centimètres. Ça reste un robot très dynamique. Donc on n'imagine pas un robot très lourd sauter à 3 fois de sa hauteur. Donc ici c'est le solo à 8 degrés de liberté, mais grosso modo ça vous donne une ordre d'idée des mouvements qu'on peut exécuter. Maintenant vient la question de comment est-ce qu'on peut faire marcher cette machine-là. Quels sont les types d'algorithmes et de contrôleurs qu'on peut développer pour le faire marcher. Donc pour le faire marcher, on a besoin de résoudre un problème qui est relativement complexe, puisqu'on a beaucoup de données capteurs, et on doit prendre un certain nombre de décisions, puisqu'on a 12 moteurs à actionner. Donc ce premier travail, qui a été fait par un doctorant chez nous au LAS, mettait en œuvre des méthodes, on va dire un petit peu classiques, de modèles prédictifs, c'est-à-dire qu'on résout en fait un problème de contrôle optimal sur un horizon de temps. Donc on formule la dynamique du robot, les équations qui régissent en fait l'évolution de l'état du robot, et on met toutes ces équations échantillonnées sur un horizon prédictif dans le temps. On se retrouve avec énormément de variables et on doit trouver la meilleure stratégie qui fait que dans le futur, ce robot se mette par exemple à avancer dans la direction que souhaitée, sans tomber, en respectant par exemple de ne pas glisser sur le sol, de ne pas tomber. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette architecture, mais peut-être qu'on peut en comprendre que c'est une architecture où pour être capable de résoudre ce long problème d'optimisation, on a été obligé de réduire beaucoup le nombre de variables, et donc on a fixé un certain nombre de choses. Par exemple, on a choisi de fixer les temps de contact, l'ordre de contact et la position des contacts. Donc je vais vous montrer donc une petite démonstration. Donc vous allez voir 2 démonstrations de 2 contrôleurs qui résolvent le même problème. Le premier en résolvant donc le contrôle optimal, et le deuxième approche par renforcement. Donc il peut être amusant d'essayer de différencier un petit peu les différentes On va juste brancher la batterie qui est sortie du robot pour des raisons de sécurité, et le booter, prendre le contrôleur. C'est parti. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais donner en fait une vitesse de consigne au robot, et lui va choisir de la position des pas et des forces qu'il va appliquer au sol. C'est ce que je disais en introduction. On est à 2 spectres opposés entre la robotique sociale avec des aspects très haut niveau d'intelligence, on va dire, humaine, quoi. Et cette intelligence du mouvement. Marcher, ça fait vraiment partie des challenges en ce moment sur la prise de décision de mouvement robotique qui sont très durs et sur lesquels les meilleures équipes s'affrontent. Ça paraît idiot quand on parle d'intelligence artificielle de penser que l'intelligence artificielle doit être utilisée pour faire marcher un système, alors que ça, c'est pas quelque chose qu'on va considérer comme une tâche intelligente. En fait, marcher, c'est vraiment très difficile.
Ça demande à prendre énormément de décisions de manière coordonnée à très haute vitesse. Donc là, sur un système qui est réduite, on va avoir réduit la complexité du problème d'optimisation à résoudre en ligne, mais on va avoir de l'ordre de 500 décisions à prendre toutes les 20 millisecondes. C'est beaucoup par rapport à ce que des algos numériques sont capables de faire. Si l'algo prend la mauvaise décision, dans ce cas-là, le pied se pose au mauvais endroit, la force s'applique de manière incorrecte et le robot tombe. Et oui, c'est l'aspect social qui revient. Alors ce robot, il a des pattes qui sont très légères et du coup, sa stratégie de marche la plus efficace, c'est de déplacer ses pieds très vite pour revenir amener le pied au bon endroit pour appliquer la bonne force au bon moment. Et plus il fait ça vite, et en fait, moins justement il est déséquilibré, moins il ressemble à un robot, disons, marcheur, en fait. Et donc vous l'entendez faire un staccato assez rapide par rapport à ce qu'un humain peut faire. Mais c'est aussi dû vraiment à sa taille. C'est la bonne stratégie pour lui. Donc voilà pour la démonstration. Alors il se trouve que le tout premier contrôleur que vous avez vu, c'était le contrôleur RL, parce que le deuxième a mis plus de temps à se lancer. Donc bon, ça, voilà, une seule présentation pour les deux, je pense. Donc là maintenant, par contre, on a le contrôleur qui est celui dont je vous parlais, qui est celui où on fixe beaucoup de paramètres. Et là, vous voyez que, par exemple, la fréquence des pas est très régulière et assez mécanique en fait, parce qu'on a vraiment imposé le maximum de comportement au robot. Hop. Donc, je vais passer cette petite vidéo. Donc la deuxième approche, vous l'aurez compris, donc c'est d'utiliser du renforcement, de l'apprentissage par renforcement profond pour essayer de résoudre exactement le même problème, c'est-à-dire que je donne une vitesse de déplacement au robot et je veux qu'il la suive. Alors, on a récemment donc travaillé, c'est en cours de publication, à ce papier. Donc c'est Michel Aracningi qui est doctorant chez nous et qui fait une cifre avec Naver Labs Europe. Et donc il est arrivé avec cette architecture de contrôle où en fait, je voudrais juste mettre l'accent ici sur les deux types d'apprentissage qu'on utilise. En bleu, on a un apprentissage par renforcement. Donc on donne une fonction de récompense à un algorithme et ensuite on va essayer d'explorer et d'améliorer en changeant les biais et les pondérations de ce réseau cette fonction de renforcement, de récompense. Mais on utilise aussi pour des besoins d'estimation d'état. Par exemple, on a un certain nombre de capteurs sur le robot et on veut remonter à la vitesse du robot dans un repère inertiel. Il n'y a pas de capteur qui mesure cette vitesse dans le robot. On a une centrale inertielle qui mesure des accélérations et des vitesses angulaires. Et on a éventuellement la cinématique, donc les capteurs angulaires sur chacune des articulations du robot. Et bien, pour résoudre ce problème-là, puisqu'on travaille en simulation, on peut avoir un jeu de données qu'on génère à la volée pendant qu'on apprend la politique par renforcement. Eh bien, on peut en même temps générer plein de données et faire un apprentissage supervisé de cet estimateur. En bas niveau, en fait, on a une politique qui est un contrôleur qui permet d'avoir une seule variable pour contrôler la force en fait que va appliquer l'actionneur. En fait, on contrôle la position, mais cette position n'est pas directement une position à atteindre, mais une position qui va tirer selon une loi élastique. Et c'est ce qui est implémenté à droite, là-bas. Il y a une loi élastique qui vient très bien de s'arrêter de façon très amortie. Et ça nous permet de stabiliser énormément le processus d'apprentissage. Un petit peu plus dans le détail. Donc, pour ce qu'on vient de voir ici, on a utilisé donc un réseau multicouche type perceptron avec 3 couches cachées. Donc vous avez les tailles ici. 2 algorithmes très importants pour nous, ça a été donc d'utiliser l'algorithme PPO, plus un simulateur qui nous permet de simuler donc sur un grand nombre d'essais pour entraîner la politique. Le simulateur, ce qu'il fait, c'est qu'il simule les interactions du robot et de son environnement. Donc il simule la dynamique du robot et la physique d'interaction.
Ensuite, des choses qui sont vraiment pas négligées quand on a un système réel, c'est comment est-ce qu'on passe d'un monde qui est totalement simulé à un monde réel. Et pour ça, donc, on a les techniques de sim to real assez classiques, qui est de randomiser le domaine d'apprentissage, par exemple rajouter des bruits sur toutes les mesures du robot, et aussi de complexifier petit à petit le problème de plus en plus. Ce qu'on fait donc, c'est on écrit une fonction de récompense la plus simple possible, par exemple, suit la vitesse, et on a ce genre de comportement. Et on sait, nous roboticiens, que ça n'a aucune chance de passer sur notre plateforme. Et il faut qu'on rajoute petit à petit un certain nombre de fonctions de récompense. Alors, je ne pense pas que j'ai le temps de rentrer dans chacune d'elles, mais dites-vous bien qu'à chaque fois, on se pose une question au niveau physique, robotique, et on rajoute un terme dans cette fonction de récompense. Et voilà le genre de trajectoire qu'on peut obtenir. Alors pour les résultats, bon, simplement ici dans notre papier, on montre qu'on suit les vitesses de référence et qu'on les estime bien aussi. Donc ici, il y a la vitesse réelle mesurée par un capteur externe, la vitesse commandée du robot et la vitesse estimée, ce qu'il pense être. Donc la démonstration, vous l'avez déjà vue. Et voilà, je vous remercie. Donc vous avez ici quelques liens qui mènent vers les différents résultats qu'on a et le projet Open Dynamic Robots Initiative. Le mouvement RL. On va juste relancer le contrôleur RL. Et en attendant, si vous avez des questions. Donc on n'a pas interrompu entre les deux talks pour avoir des questions, mais poser les questions aux deux orateurs. Oui, vous avez dit que quand il y avait un robot humanoïde, est-ce que c'est possible de faire un robot homothétique à l'homme en termes de puissance et de... Talos, il fait 1m85 et 100 kg. Donc c'est un bon gabarit. C'est difficile de le comparer exactement en termes de puissance. Il va être capable de porter 15 kg à bout de bras sans chauffe. Ça, c'est sans doute vraiment supérieur à un humain. Par contre, il n'est pas capable de sauter et il ne sera jamais capable de sauter. Ce n'est pas une question de contrôle. Donc on n'est pas tout à fait dans des équivalences pures. Mais en gros, Talos, il est conçu pour effectuer des tâches que font les techniciens chez Airbus dans l'avion. On a conçu ce robot pour réaliser des preuves de concept avec Airbus sur des tâches qui étaient spécifiées de type perçage, monter des escaliers, etc. Ça ressemble un peu, quoi. Nicolas, tu avais une question ici? Ah, excusez-moi, je regardais solo. Où Je me demandais juste si c'était la version 12 ou 8 degrés de liberté et où sont les 4 degrés de liberté en plus. C'est comme ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Ouais, c'est l'abduction, Okay. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Et l'autre que j'ai déjà demandé, mais juste à chaque fois, ça fait tellement envie. Ça coûte combien à fabriquer à partir de... La BOM est à combien? Donc, si on regarde juste les prix des composants, on l'estime à peu près 6 000 €. Mais il y a tellement de composants sur différents constructeurs que c'est quand même... Il y a aussi un gros travail de Oui, bien sûr, il faut trouver tous les catalogues qu'il d'approvisionnement. faut. Donc, il y a des sociétés qui commencent à vendre ce robot parce qu'il est complètement libre et on n'interdit pas à des gens de le vendre et le vendre beaucoup plus cher que ça. On va dire au moins 2 ou 3 fois plus cher que ça.